Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui sera consacrée à la couche transport de TCP/IP. Dans les dernières vidéos, on s'était intéressé aux adresses MAC, aux adresses IP de la couche Internet. Aujourd'hui, nous allons parler de la couche transport et nous intéresser aux deux protocoles les plus utilisés au niveau de cette couche. Il s'agit des protocoles UDP et TCP. D'abord, quel est le rôle joué par la couche transport dans TCP/IP? C'est une couche qui prépare les données d'application en vue de leur transport sur le réseau. C'est-à-dire quoi? Les données provenant des couches supérieures, c'est celles-là qui les préparent en vue de leur transport sur le réseau. Et aussi traite les données réseau qui seront utilisées par les applications, c'est-à-dire les données provenant du réseau, les traite pour les rendre disponibles aux applications. Les deux protocoles les plus utilisés de la couche transport sont UDP, entendez User Datagram Protocol, et TCP, entendez Transmission Control Protocol. Nous allons nous intéresser aux deux. On va voir un peu plus en détail TCP, qui est un protocole de transport orienté connexion. UDP, on va en parler brièvement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les fonctions assurées par la couche transport se résument globalement au suivi des conversations individuelles. Qu'est-ce que j'appelle conversation individuelle? Un ordinateur, si vous vous souvenez, dans les toutes premières vidéos, on en avait parlé, peut avoir plusieurs applications qui tournent au même moment. Et quand vous avez une seule carte réseau, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs applications réseau qui discutent avec des serveurs ou tout ce que vous voulez. Bref, plusieurs applications qui utilisent cette même carte réseau. Il faut bien pouvoir différencier chaque section qui est initiée et pouvoir les traiter séparément en fonction de quel serveur répond à quelle requête. Et donc, c'est en cela que je dis que TCP permet de faire le suivi des conversations individuelles. Il assure la segmentation des données. Les données provenant des applications sont segmentées en petits blocs avant d'être envoyées sur le réseau. Et de la même façon, quand ça provient du réseau, c'est réassemblé au niveau de la couche transport. Et au niveau de chaque bloc, il y a des entêtes qu'on ajoute pour pouvoir les réassembler, tels que les numéros de port source, destination et tout. On verra ça tout à l'heure avec un peu plus de détails. Ça, c'est ce qui est de la segmentation des données. La reconstitution aussi se fait, on a dit tout à l'heure, à la réception des segments provenant du réseau. Et aussi, ça permet d'utiliser les numéros de port pour identifier les applications. Quand je vois, par exemple, un segment provenant du port 80, je sais que ça provient forcément d'un serveur web. Du port 21, je sais que ça provient d'un serveur FTP, ainsi de suite. Et c'est grâce à l'adressage de port que nous allons pouvoir distinguer, identifier, si vous voulez, les applications. UDP, le premier protocole auquel on va s'intéresser au niveau de la couche transport, User Datagram Protocol, est un protocole simple, nous disons simple, sans connexion, qui n'est pas orienté connexion, et qui est décrit par le Request for Comments 768. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter ce RFC. Ça vous donnera beaucoup plus de détails sur l'utilisation, sur le contenu de ce protocole.
Comme je vous l'ai toujours dit, l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous refaire de la théorie. Il y a tellement de documentation qui en parle déjà que ce serait inutile de revenir dessus. L'objectif ici, c'est de voir l'aspect pratique des choses et de vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc, on parlait de protocole simple sans connexion. Sans connexion, qu'est-ce que nous mettons dans sans connexion? Avant que UDP n'envoie des données à l'ordinateur distant, il ne s'assure pas d'établir d'abord une connexion avant d'envoyer les données. C'est comme vous avez un colis à délivrer et on vous donne l'adresse à laquelle vous devez délivrer ce colis. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez juste le colis à l'adresse sans vous préoccuper de est-ce que quelqu'un est là pour recevoir et tout. Est-ce que quelqu'un l'a eu réellement pour accuser réception comme quoi nous avons eu le colis? Non, UDP ne s'en préoccupe pas, il envoie. Et donc forcément, vous pouvez comprendre qu'à travers ça, s'il y a des applications pour lesquelles des pertes de paquets peuvent être critiques, on ne va pas l'utiliser UDP pardon, pour ces champs d'application. Et donc, on l'utilise souvent pour des applications pour lesquelles, même quand on perd un ou deux paquets, ce n'est pas criard. Les applications telles que la voix sur IP. La voix sur IP, ce qui est critique, c'est le délai. Quand j'appelle quelqu'un et je discute avec cette personne, si le délai de traitement des informations est trop élevé avant que ça ne parvienne à mon interlocuteur, ça peut paraître gênant. Et la qualité aussi de l'appel peut s'en retrouver affectée. Et donc, qu'on ait un ou deux paquets qui soient perdus, c'est sûr. S'il y a des paquets qui se perdent, on va perdre en qualité de la communication. La qualité, qu'est-ce que je dis qualité? C'est la qualité de la voix si vous préférez. Mais c'est moins criard que quand c'est trop lent. Et donc forcément pour TCP qui doit contrôler un certain nombre de choses, ne serait pas adapté pour la voix sur IP. Et donc les utilisations courantes qu'on fait de UDP, il y a le système de nom de domaine DNS, les lectures de vidéos en continu, les streaming comme on les appelle. Il y a des sites internet sur lesquels vous pouvez suivre la vidéo en continu. Et aussi la voix sur IP. Et donc voilà un peu résumé le contenu de UDP et à quoi ça sert brièvement. Ici, je vous montre l'entête d'un datagramme UDP. C'est composé du port source qui tient sur 16 bits et du numéro de port destination qui tient aussi sur 16 bits. La longueur ici qui est la longueur totale du segment UDP, en-tête plus données. Et ici le champ somme de contrôle qui est destiné à contrôler l'intégrité du segment UDP. Donc voilà, et là vous avez déjà les données de la couche application qui proviennent des applications. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose dans l'entête des datagrammes UDP. Ça explique, comme je disais au début, la simplicité de ce protocole. Ensuite, nous allons parler un peu de TCP, Transmission Control Protocol, qui est un protocole orienté connexion. Orienté connexion, contrairement à UDP, TCP, avant d'envoyer les données, va d'abord s'assurer qu'il établit une connexion entre l'émetteur et le récepteur. Par exemple, vous voulez délivrer un message, au lieu de rester et crier à l'endroit de la personne, vous pouvez, ici on peut assimiler TCP, vous appelez, ça sonne,
quelqu'un décroche et vous dit oui, à qui est-ce que vous voulez parler? Et là maintenant, vous savez que vous êtes connecté à quelqu'un, vous pouvez laisser votre message. C'est un peu comme ça que TCP marche. Et on dit qu'il est un protocole orienté connexion et qui est décrit par le Request for Comment 793. Les utilisations courantes qu'on en fait, les navigateurs web, le port 80 fonctionne sur du TCP, quoique l'UDP 80 aussi est réservé pour HTTP, mais la plupart des applications, la bonne majorité des applications ne l'utilisent qu'en TCP, le courriel et les transferts de fichiers. Voilà un peu ce à quoi nous sert TCP. Nous allons à présent nous intéresser à l'entête des segments TCP. Un peu comme UDP ici, vous avez vu, là nous avons le numéro de port source, le numéro de port destination qui tient sur 7 bits, 16 bits, pardon. Le numéro d'ordre. Ici, ce numéro d'ordre est le numéro de séquence du premier octet de ce segment. Nous allons l'expliquer vraiment en détail quand on va passer sur les notions de gestion de flux dans la suite de cette vidéo. Là, vous avez le numéro de reçu qui est le numéro de séquence du prochain octet attendu. On verra ça aussi. Vous avez aussi un champ qui vous donne la longueur de l'entête du segment. Ça, c'est un truc réservé pour une utilisation ultérieure. Le bit de code, ça s'utilise pour notifier de la conjection et tout. La fenêtre. La fenêtre, c'est la quantité de données à envoyer avant d'attendre un acquis de réception. On va en parler dans la suite et bien expliquer des exemples. On va faire des exemples pratiques où vous allez voir comment ça se définit. Et il y a la notion du sliding window qui permet aux deux périphériques qui communiquent de définir de façon dynamique la taille de cette fenêtre. Vous avez la somme de contrôle comme dans UDP. Ici, c'est un pointeur de données urgentes. Vous avez ici le champ des options qui sont facultatives. Et pour finir, vous avez les données de la couche application. Et donc, si vous comparez déjà un peu, si vous vous souvenez, l'entête du datagramme UDP faisait 8 octets et celui-ci fait 20 octets. Ça fait déjà une énorme différence. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de champs qui se sont ajoutés. On va voir dans la suite l'utilisation de ces différents champs dont TCP va se servir pour contrôler le flux et gérer aussi les réexpéditions en cas de paquets perdus et tout, puisqu'on a dit que c'est fiable et c'est orienté connexion. Et donc, quand il y a des paquets qui se perdent, contrairement à UDP, TCP va les renvoyer. On va voir le principe en détail dans la suite de la vidéo. Nous allons aborder à présent les notions d'adressage de port. Normalement, ceci ne doit plus vous être étranger parce qu'on en a parlé longuement dans des vidéos précédentes où on a fait des exemples de devices qui communiquent à travers le réseau, le port source, port destination, et on a vu un peu comment cela se passe suivant qu'on soit dans un LAN ou un WAN. On avait bien détaillé ça dans les vidéos précédentes. Donc, ceci dit, nous avons parlé des fonctions de la couche transport. Nous parlions d'identification des conversations. Et c'est le numéro de port qui seront utilisés pour identifier les communications. Il y a le numéro de port source, c'est-à-dire le numéro de port duquel est partie la requête
Et quand ça revient aussi, on voit la source, c'est-à-dire le périphérique ou l'ordinateur qui a répondu ou le serveur qui a répondu de l'autre côté aussi, mais son port. Ça nous permet d'identifier l'application source et de remettre les paquets quand le, le retour reviendra. Le retour reviendra après un request. Donc, ici, vous avez les numéros de port. Ça va de 0 à 6000, 65 535. Si vous faites un peu attention, vous allez voir, je repars sur le slide précédent pour que vous voyez, pour vérifier. Le numéro de port tient sur 16 bits. Et donc, cette valeur que nous avons, 65 535, est donnée par le calcul de 2 à la puissance 16. Parce que le numéro de port étant écrit en binaire sur 16 positions, ça veut dire qu'on a 2 à la puissance 16 possibilités. Et voilà tel que Liana les a répartis. Les numéros de port de 0 à 1023 sont des ports réservés, c'est-à-dire pour des applications bien connues. Si vous êtes développeur, vous ne pouvez pas développer votre application et utiliser un port dans cette plage. C'est réservé quand vous prenez par exemple l'HTTP qui fait du 80, du FTP qui fait du 21, de 0 jusqu'à 1023, c'est réservé. De 1024 jusqu'à 49 151, on les appelle les numéros de port inscrits. Parce qu'ils sont affectés à des processus ou applications utilisateurs. Mais ces processus, normalement, sont essentiellement des applications particulières qu'un utilisateur a choisi d'utiliser plutôt que des applications courantes. Donc, si vous développez votre application, vous pouvez choisir un numéro de port dans cette plage. Un client peut également sélectionner de façon dynamique ces ports en tant que port source lorsqu'ils ne sont pas utilisés par une ressource serveur sur un ordinateur. Et donc, après ça, vous avez les ports de 69 152 à 65 635 qui sont les numéros de port dynamiques. Dynamique, vous voyez la capture qui est ici. Ça, je l'ai fait sur mon ordinateur. Quand vous faites un netstat sur votre ordinateur, vous voyez les connexions réseau ouvertes. Et là, vous voyez les connexions qui partent de votre ordinateur. Ce numéro de port, par exemple, quand vous le voyez, il est bien dans cette plage de port dynamique. Le 50071 aussi, 50. Encore que, comme je disais tantôt, des ports dynamiques peuvent être parfois des applications peuvent prendre ça dynamiquement d'ici, si ce n'est pas utilisé bien entendu sur la machine. On peut faire un petit essai en faisant un netstat sur la machine pour voir ce qui tourne actuellement. On pourra se faire une idée. Voilà un netstat. Comme vous pouvez le constater, ça c'est les sockets qui sont ouverts. Vous voyez ici, ce port-ci, celui-ci, celui-ci. Celui-là par contre, vous avez bien remarqué que c'est dans la plage des ports inscrits. Mais ceux-là sont dans la plage des ports dynamiques. Tout ceci se situe dans la gamme des ports dynamiques. Et donc quand vous faites un nestat, ça vous permet de savoir quels sont les sockets qui sont actifs et donc de savoir les ports sources et les ports destination. Voilà pour ce qui est de l'adressage de port. Nous allons à présent nous intéresser
à l'établissement des connexions TCP. Nous avons dit que TCP, avant d'envoyer les données, s'assure qu'il y a quelqu'un à l'autre bout avec qui une connexion est établie avant de commencer à transmettre les données. Cet établissement de connexion se fait en 3 étapes. On appelle ça souvent la poignée de main en 3 temps. En anglais, ils appellent ça three-way handshake. Dans un premier temps, le client qui veut établir la connexion envoie un segment, SYN au serveur. Le serveur qui accuse réception avec ce acknowledge du segment de synchronisation envoyé et lui-même envoie un SYN à destination du client qui doit accuser réception de ce segment. Donc voilà un peu comment ça se passe de l'établissement de connexion TCP. Et donc tant que ce client qui veut rentrer qui veut établir une connexion avec le serveur ne recevra pas cet accusé de réception, aucune connexion ne s'établira et TCP n'enverra aucune donnée. Faut déjà, c'est le préalable à tout transfert de paquets au niveau du TCP, l'établissement de la connexion par les paquets, les segments SYN, qui est appelé poignée de main en 3 temps. Donc nous allons voir dans la suite en détail un peu comment ça se passe. Le principe il est simple. Ce client voulant établir une connexion avec le serveur, envoie un segment SYN au serveur. Ça, c'est la première étape. Le serveur répond en envoyant lui-même un SYN et en accusant réception du SYN envoyé. Et le serveur aussi attend un retour du client qui accuse réception pour dire c'est bon, j'ai reçu ton SYN. Après ça, toute communication, transfert de paquets pourra s'établir. Nous allons voir rapidement un tout petit exemple, un tout petit cas pratique de l'utilisation de l'établissement de connexion. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel de capture de paquets Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel qui permet de faire des captures de paquets sur votre interface ou sur une des interfaces et de voir un peu tout ce qui se passe. Je n'ai pas de navigateur ouvert sur la machine. Je vais lancer Wireshark. Voilà à quoi ça ressemble. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger et l'installer. C'est très pratique. Ça vous permet de faire des captures et d'analyser. Ici, soit vous cliquez sur l'interface directement pour lancer la capture, ou bien vous passez par des options plus poussées de capture. Ici, si vous lancez directement la capture, il va vous capturer tout le trafic réseau qui passe par cette interface. Ça, c'est mon interface réseau. Mais on ne va pas tout capturer. On va juste voir tout ce qui passe sur le port 80 TCP. Donc on fait OK. Là, il filtre. Il ne nous sortira que le trafic sur le port 80 TCP, qui est bien le port HTTP. Quand je fais Start,
Vous voyez, rien ne se passe parce que je n'ai pas de navigateur ouvert. Je vais lancer mon navigateur. Voilà. Vous pouvez voir déjà derrière tout ce qui est capturé. Je ferme le navigateur. Vous voyez, il y a un certain nombre, un nombre important de trafic qui sont passés sur ce port. Et Wireshark a un outil très intéressant. Dans Statistiques, vous avez Flowgraph. Ici, en fait, il vous trace. Là, il a capturé les paquets. Il utilise ces données pour vous donner, enfin, pour vous tracer, pardon, un graphe très pratique et qui est plus facile. Attendez, il faut déjà que j'arrête. Voilà. Statistique, Flowgraph. On va dire qu'on veut tout le flux TCP. Je fais OK. Vous voyez, ça c'est les données qu'il utilise pour tracer ces informations. Et c'est plus pratique, vous vous retrouvez plus facilement dedans que si c'était de l'autre côté. De toute façon, quand vous, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand je sélectionne quelque part, vous voyez, il sélectionne en fait le paquet correspondant directement dans l'autre interface. Je vous parlais des signes qui sont envoyés. Vous avez vu ici, en direction de ce serveur, le 81, 88, 48, 95, il y a eu un premier signe sans retour. Et tant qu'il n'y a pas eu d'accusé de réception, vous avez vu, mon navigateur envoyait toujours. Ici aussi, vous avez vu les paquets signes. Et celui-ci a commencé par répondre. On va s'intéresser. Quand on sera tout à l'heure sur la gestion de flux et tout, on va voir un peu, on va s'intéresser un peu à ces données, ces valeurs qui sont là, numéro de séquence et numéro d'accusé de réception. Donc voilà pour vous montrer un peu l'établissement. Comme on a dit, ça c'est parti, il n'a pas répondu, mais celui-ci, à la suite de ça, a répondu. Vous voyez, le client qui accuse réception, mais qui envoie. Le client ici, c'est mon ordinateur en fait. Donc, il avait envoyé ici un signe. Celui-ci a envoyé un signe et a accusé réception en même temps, comme on a dit. Le client maintenant qui accuse réception. Et donc, la communication peut commencer entre ces deux. On reviendra là-dessus tout à l'heure avec plus de détails quand on sera au niveau pour voir les numéros de séquence et les numéros d'accusé de réception. La fermeture de connexion TCP ne se passe pas pareil. C'est une succession de messages et de fines au lieu de signes, pardon, et de confirmation, mais pas en trois temps comme l'établissement de connexion. Ici, par exemple, si ce client veut notifier la fin de la connexion, on suppose là, ici, ça c'est au niveau du serveur, le client envoie un fin pour notifier la fin. Le serveur envoie un accusé de réception. Celui-ci reçoit l'accusé. Et en même temps, le serveur aussi, dès qu'il finit, envoie un fin ici c'est ACK reçu, reçu, et là c'est fin reçu, et lui aussi envoie un accusé de réception, ACK, et ACK reçu.
Donc, le client ici envoie un film, le serveur accuse réception du film et lui-même envoie un film, le client accuse réception. Voilà comment la fin de la connexion est notifiée. Nous allons ramener notre Wireshark et voir un peu quand on a fermé le navigateur, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez ici les films avec les accusés. Voilà. Et donc voilà globalement, pour résumer, dans cette première vidéo, on a vu globalement à quoi sert la couche transport, les deux protocoles les plus utilisés de cette couche, à savoir User Datagram Protocol et Transmission Control Protocol. On a vu les notions d'adressage de port. Bon, ça, on les avait déjà vues en détail, donc on a juste fait un petit rappel là-dessus. Et ensuite, on s'est intéressé à l'établissement de la connexion en trois phases, en trois temps. Et on a fait aussi la fermeture de connexion. Pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, on va s'arrêter là pour celle-ci et dans une prochaine vidéo, on va voir l'établissement de, on a vu déjà l'établissement de la connexion, la gestion de la connexion, le contrôle de flux et faire un exemple pratique d'analyse des accusés de réception et des numéros de séquence qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Merci pour l'attention et à tout à l'heure.